Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, Madame la Présidente, Madame la Directrice, pour ne pas me tromper, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. Je suis psychiatre à Créteil. J'ai le plaisir de modérer mes collègues, mais je vais tout faire pour ne pas les modérer. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils s'expriment largement. Parce qu'on a un programme très intéressant, très riche de cette première partie de matinée, avec, vous allez voir, d'une part des vrais spécialistes, des experts de leur domaine, qui soient certains plutôt proches de la biologie, d'autres, la plupart quand même par ailleurs, des grands cliniciens et des grands psychiatres. Vraiment, on a la chance d'avoir des sujets différents qui se complètent très bien et par des vrais spécialistes qui ont d'une part leurs compétences et en plus leur envie je pense, de les faire partager. Je crois que c'est pour ça qu'ils sont là. Et je crois que c'est ça l'intérêt de ces journées, où vraiment, je tiens à féliciter d'ailleurs à nouveau les organisateurs, et notamment Argos pour l'énergie qu'ils peuvent mettre dans toutes ces activités. Et je souligne de bénévolat, parce que je crois que c'est une telle valeur importante que ce que vous faites pour les autres, d'une certaine manière, tous les uns les autres, ne peut être que salué. Donc vraiment, un grand bravo pour tout ça et pour notamment la réussite de ces journées. Donc je ne vais pas être bavard du tout. Et je ne vais pas improviser parce qu'il y a des spécialistes de l'impro qui vont venir plus tard. Donc je vais juste passer juste la parole à mes collègues au fur et à mesure. Et on va commencer par le docteur Stéphane Jamin, qui va nous parler de génétique. Ça tombe bien, il est généticien, chercheur en génétique, et notamment depuis très longtemps dans le laboratoire dirigé par Marion Leboyer, qui travaille sur la génétique de la psychiatrie depuis 1 an, 2 ans. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Merci à tous. Tout d'abord, je suis très heureux d'être là et de participer à ces journées, d'être là parmi vous, pour essayer de vous montrer quelles sont les ambitions aujourd'hui de la recherche, notamment de la recherche en génétique sur les troubles bipolaires et comment on a avancé. Je remercie beaucoup les organisateurs pour ces très belles journées qui nous sont et ce très beau programme qui nous est proposé. Et je suis très content d'en faire partie. Donc la grande question est de savoir si la génétique peut ou pourra un jour nous aider à prédire ou en tout cas à apporter une certaine aide soit au diagnostic, soit au pronostic des personnes vis-à-vis de la maladie. Et tout d'abord, je voudrais démarrer en vous montrant ce qu'on sait déjà depuis très longtemps dans les troubles bipolaires, à savoir que on sait que quand une personne est malade dans une famille, le risque est nettement accru pour les autres membres de la famille par rapport à celui de la population générale. Il a été rappelé que les troubles bipolaires affectent à peu près autour de 1 à 2% de la population générale. On sait que si on a un frère ou une sœur atteint, le risque est augmenté d'à peu près 15%. Enfin, le risque atteint à peu près 15%, donc multiplié à peu près par 15. La même chose pour les enfants à venir ou pour les parents, donc tous les apparentés de premier degré, en fait, ce risque est à peu près de cet ordre-là. Si on augmente le degré de parenté pour les oncles, les cousins et autres, ce risque diminue, il atteint à peu près 5%. Par contre, on sait également que si on a 2 parents atteints de troubles bipolaires, le risque est nettement augmenté. Il est de l'ordre d'une chance sur 2 à peu près équivalente à celui qu'on observe chez les vrais jumeaux, ce qu'on appelle les jumeaux monozygotes. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis assez longtemps. Ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant qu'on s'intéresse à la génétique des troubles bipolaires. Et l'observation de grandes populations, de la population générale et de familles les plus nombreuses possibles nous permet d'estimer d'une manière très générale que la contribution génétique est de l'ordre de 60%. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut surtout rien dire au point de vue individuel, mais on peut estimer que la maladie à peu près 50, et expliqué pour moitié, on va dire un peu plus de la moitié, par l'effet des gènes et pour l'autre moitié par l'effet des facteurs environnementaux, des événements de risque que les personnes vont rencontrer au cours de leur vie. Cependant, quand on regarde une personne avec un trouble bipolaire, quand on essaie de regarder un peu sa famille, je vous ai pris un exemple particulier d'une famille qui est extrêmement étudiée. Je vous ai dit que ça fait quelques années qu'on travaille sur les troubles bipolaires. Cette famille est caractérisée depuis 1970, donc
Ça fait très longtemps qu'elle est étudiée. Elle est assez caractéristique, je trouve, et assez emblématique de ce qu'on rencontre, puisque cette personne avec un trouble bipolaire qui est représentée en bleu ciel au milieu de la famille, en fait, a dans le reste de sa famille plein d'autres personnes qui sont atteintes d'autres troubles psychiatriques. Soit une schizophrénie, soit des troubles dépressifs majeurs, soit d'autres troubles psychiatriques qui sont caractérisés par les différentes couleurs que vous pouvez voir. Et en fait, dans cette famille-là, un gène en particulier a été identifié. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la fonction de ce gène, mais on voit donc que pour un même type d'anomalie génétique, un même type de variation génétique, on peut avoir une expression de la maladie extrêmement différente, surtout qui peut aller d'un type de pathologie à un autre type de pathologie drastiquement différent, ou en tout cas relativement différent. Donc, pour ce qui me préoccupe au quotidien et ce qui nous préoccupe dans mon équipe, c'est à savoir la génétique et comment la génétique peut expliquer les variations de phénotypes qu'on peut observer, ou en tout cas est-ce qu'elle peut permettre de prédire l'apparition des comportements chez les individus. On s'intéresse à une petite molécule qui est représentée sur la gauche, que vous pouvez voir là et qui tourne, qui est la molécule d'ADN que bien sûr on a tous, vous en avez tous entendu parler. Et j'ai pris la symbolique d'une petite brique qui a eu un certain essor, un nouvel essor ces dernières années, que vous connaissez tous, surtout si vous avez des jeunes enfants, puisque cette molécule d'ADN, elle code pour toutes justement les petites briques qui constituent notre organisme aujourd'hui. Toutes les molécules, toutes les protéines qui font ce qu'on est, la singularité de chacun. Et en fait, ce qu'on étudie aujourd'hui, c'est essayer de voir comment des petites variations ou des variations plus ou moins importantes dans le génome des individus altèrent ces différentes briques de construction. Et vous pouvez voir qu'on a un peu deux types de variations ou de modifications de ces briques qui peuvent exister. Certaines qui sont représentées à gauche, et qui sont des briques pour lesquelles les modifications vont probablement fragiliser l'édifice complet, mais sans empêcher sa construction, et d'autres qui vont être des modifications qui sont plus importantes et qui vont carrément empêcher la construction de l'édifice. Et bien dans le génome, c'est à peu près la même chose. On a des variations pour lesquelles l'effet est relativement modeste, mais à force d'accumuler, on va fragiliser la fonction ou un certain mécanisme particulier. Et du coup, l'accumulation de ces variations risque d'entraîner des problèmes, en tout cas l'apparition d'un certain nombre de caractéristiques. Et on a d'autres variations qui sont extrêmement fortes, et à ce moment-là, quand elles sont là, à elles seules, elles sont suffisantes en fait pour entraîner des caractéristiques ou des traits particuliers. Alors, le génome humain, c'est juste en quelques chiffres, 3 milliards de nucléotides, donc ces petites bases, 4 petites bases qu'on appelle A, T, G et C, et qui codent l'ensemble des molécules de notre organisme. 3 milliards de nucléotides, c'est beaucoup, qui sont codés dans chacune de nos cellules, et on sait que si on prend 2 personnes au hasard dans cette salle, ou 2 personnes dans la population générale, on va avoir en moyenne 3 millions de changements de ces nucléotides. C'est-à-dire que il y a un paramètre qui est important dans le génome humain, c'est qu'il est extrêmement variable. C'est pour ça qu'on est tous uniques. Il y a cette grande variabilité. Et sur ces 3 millions de variations génétiques, on a à peu près 2500 variations génétiques qui vont changer la structure des molécules, c'est-à-dire qui vont altérer la fonction des protéines. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer par les modifications qu'on peut observer sur les petites briques. Alors pendant très longtemps, on a pensé que chercher des mutations ou chercher des variations génétiques dans le génome humain, comme vous pouvez voir, c'est quelque chose d'assez complexe. On a très longtemps pensé que ça revenait à peu près à chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais lorsque on connaît maintenant depuis une bonne quinzaine d'années la séquence complète du génome humain, qu'on connaît sa variabilité, et qu'on sait que en fait, tout le monde a plein de changements dans son ADN. Chercher une mutation qui est responsable ou des variations génétiques qui sont responsables de la maladie, ça revient plutôt à chercher une aiguille dans une botte d'aiguille, ce qui, je vous assure, est beaucoup plus compliqué en fait que de la chercher dans une botte de foin. Alors, néanmoins, ces dernières années, on a quand même beaucoup progressé, et on a progressé sur plusieurs maladies psychiatriques, dont les troubles bipolaires. Et je vous ai dit, on a un peu 2 grands types de changements qu'on peut observer dans le génome, des changements qui vont altérer complètement la structure de la protéine,
qui sont représentés donc ici, et d'autres qui vont fragiliser, qui sont représentés ici. Ce graphique vous montre en fait la fréquence de ces changements, et en fait on voit que pour les changements qui fragilisent la structure, ils sont beaucoup plus fréquents, mais l'impact, alors ici représenté l'impact sur la maladie, ici représenté la fréquence. Donc la fréquence est beaucoup plus importante, mais l'impact sur la maladie est beaucoup plus faible. C'est ce que je vous ai dit, on fragilise la structure chez les individus qui ont ces variations génétiques. En revanche, ceux pour lesquels on déstructure complètement la protéine, ou à ce moment-là on empêche sa construction, ils sont beaucoup plus rares, mais l'impact sur le phénotype est beaucoup plus important. On a les deux cas qui ont été trouvés dans les troubles bipolaires. Pour ce premier cas, qui donc supprime la structure, qui sont des changements majeurs en fait, sur la fonction des protéines, c'est vraiment ce qu'on va retrouver dans des cas familiaux. À ce moment-là, on s'intéresse à des familles particulières pour lesquelles on a identifié, comme la première famille que je vous ai montrée, on a identifié des changements majeurs dans une protéine particulière, dans un gène particulier. Et on sait à ce moment-là que dans cette famille-là, cette mutation ou ce petit nombre de mutations peut être responsable véritablement du phénotype qui nous intéresse. C'est très intéressant pour l'individu, c'est très intéressant pour la famille, c'est très peu extrapolable à l'ensemble de la population et très peu généralisable à l'ensemble de la population de personnes atteintes de troubles bipolaires. Ça nous apporte néanmoins beaucoup de choses par rapport à la compréhension de la maladie pour ces individus, et ça nous permet, et on travaille beaucoup là-dessus à l'heure actuelle, pour essayer de trouver des traitements qui sont spécifiques des personnes qui portent ce genre de mutation. Je vous ai pris un exemple particulier qu'on a publié il y a quelques années maintenant au laboratoire, notamment avec le docteur Étain et avec le professeur Le Boyer, sur une molécule qui est impliquée dans la synthèse d'une hormone qui est la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. J'ai pris cet exemple puisque c'est quand même un gène, une molécule pour lequel on a trouvé plusieurs mutations, et avec un taux de mutation, en fait, un taux de variation génétique plus important chez les personnes avec un trouble bipolaire par rapport à celui de la population générale. Et on a identifié comme ça plusieurs familles avec quelques mutations. Les familles sont représentées ici. Et ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'on allait un petit peu plus loin et on a montré que ces variations génétiques avaient des conséquences sur l'activité de cette molécule et probablement donc sur, peut-être en tout cas, sur la synthèse de cette hormone du sommeil, et donc pourrait potentiellement expliquer les troubles du sommeil qui sont observés chez un grand nombre de personnes avec un trouble bipolaire. Donc c'est quelque chose qu'on continue d'explorer, mais pour vous montrer donc qu'une altération simple permet d'envisager ensuite, permet de comprendre un type de symptômes particulier et éventuellement d'envisager un traitement particulier pour ces personnes qui ont ce genre de mutation. L'autre type de variation dont je voulais vous parler sont celles qui sont extrêmement fréquentes, qu'on a tous, mais ce qui se passe et qui ont très très peu d'impact sur les phénotypes. Et en fait, on imagine, en tout cas c'est ce qu'on commence à comprendre, c'est que l'accumulation de ces variations génétiques entraîne une fragilité globale jusqu'à atteindre un certain seuil qui font que quand les personnes rencontrent ce qu'on appelle d'une manière assez globale les facteurs environnementaux qui précipitent dans la maladie, ces personnes sont plus fragiles par rapport à d'autres. C'est ce qui est représenté par ce graphique ici. On a l'accumulation en fait, de ces variations. On voit que les personnes malades sont celles qui ont le plus de ces variations génétiques. On peut, aujourd'hui, on peut facilement étudier l'ensemble du génome des individus pour tous, à très grande échelle, très facilement et à un moindre coût. C'est ce qu'on fait de plus en plus. On a ainsi identifié, ici représenté le génome global avec tous les différents chromosomes. On a 22 paires de chromosomes et les chromosomes sexuels. Et plusieurs gènes ont été identifiés en regardant des populations extrêmement grandes. Aujourd'hui, on étudie des populations de plusieurs dizaines de milliers de personnes malades et plusieurs dizaines de milliers de personnes non malades. On les compare pour voir justement, essayer d'identifier si certaines variations génétiques sont plus fréquentes chez les personnes qui sont malades que chez les personnes qui sont non malades. Je ne vais pas vous donner d'exemple particulier de gènes, mais en fait, ce qu'on fait, c'est que justement, on arrive à estimer aujourd'hui une sorte de score, c'est-à-dire qu'on regarde l'impact de l'accumulation de ces variations génétiques, ce qui nous permet d'estimer pour chaque individu, en fait,
une sorte d'accumulation de ces variations. Et ce score, il est ici, on voit qu'il augmente. Et quand ce score augmente, on voit que le risque de développer un trouble bipolaire augmente, mais alors augmente de manière significative, puisque là, on est à peu près à 5 fois supérieur à celui de la population générale. Donc, en effet, on arrive maintenant à commencer à identifier un certain nombre de gènes pour lesquels, quand on a cette accumulation de variations, on augmente le risque. Malheureusement, ces informations nous apportent beaucoup de choses sur la compréhension de la maladie, puisque ça nous permet d'identifier un certain nombre de gènes et de mécanismes, mais là, pour le coup, apporte assez peu de choses sur la prédiction individuelle des individus. On utilise ces scores néanmoins pour essayer de voir si on peut redécouper la maladie, puisqu'on a pu constater que ces mêmes scores génétiques, en fait, augmenter le risque de développer un trouble bipolaire, mais également augmenter le risque de développer d'autres troubles psychiatriques, comme la schizophrénie, les troubles du spectre autistique, les troubles dépressifs majeurs et un certain nombre d'autres. Et ce qu'on sait aujourd'hui, on arrive à estimer en fait les facteurs génétiques qui sont partagés, sachant que les deux pathologies qui partagent le plus de facteurs génétiques sont les troubles bipolaires et la schizophrénie aujourd'hui, ce qui explique un peu la première famille que je vous ai montrée au début. Néanmoins, en utilisant ces scores, on commence à décrypter un peu le génome des individus et à voir que la contribution génétique serait peut-être différente entre les troubles bipolaires de type 1 et les troubles bipolaires de type 2. Et on s'aperçoit que pour les troubles bipolaires de type 1 avec symptômes psychotiques, on est un peu plus proche, en fait, c'est ce qui est représenté ici, ou là, on est un peu plus proche de la même contribution génétique que ce qui est observé pour la schizophrénie, alors que les troubles bipolaires de type 2, on est plus proche de ce qui est observé dans les troubles dépressifs majeurs. Donc, ces facteurs génétiques nous permettent d'identifier des mécanismes moléculaires qui nous permettent ensuite de voir si on peut arriver à s'orienter vers telle ou telle pathologie. Mais pour l'instant, on n'en est que là, et une fois encore, ça ne nous permet pas vraiment de prédire quelque chose pour un individu. C'est vraiment des études à l'échelle de l'ensemble de la population. Donc pour résumer tout ça, on a en gros deux grands types de variations génétiques. Des variations génétiques qui sont rares, mais pour lesquelles les conséquences sont importantes sur le phénotype pour les individus qui portent ces variations génétiques. Et ces variations génétiques sont spécifiques de certaines familles. Elles peuvent nous apporter beaucoup quand on arrive à les identifier dans ces familles, puisqu'elles nous permettent éventuellement de trouver quel mécanisme est spécifiquement altéré dans ces familles-là. Et on peut ainsi essayer d'envisager des traitements qui seraient particulièrement appropriés aux personnes qui ont ce genre de variation génétique. La grande difficulté, c'est qu'elles sont extrêmement difficiles à identifier, parce que comme je vous ai dit, on a tous beaucoup de variations génétiques, donc arriver à être sûr que la variation qu'on identifie est responsable du phénotype qui nous intéresse est extrêmement complexe. Et à côté de ça, on a des variations génétiques qui sont extrêmement fréquentes, qu'on a tous dans la population générale, mais dont l'accumulation, en fait, augmente la fragilité globale des individus. Elles nous permettent d'estimer un risque accru par rapport à celui de la population générale, nous permettent d'identifier des mécanismes moléculaires, des voies physiologiques particulières qui sont altérées dans les troubles bipolaires, et elles nous permettent de définir probablement de sous-groupes de la maladie, mais pour l'instant ne nous permettent pas de faire une prédiction individuelle pour les individus. Je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert à vos questions. Donc merci beaucoup Stéphane. On va passer après cette première étape de la génétique qui donne les bases normalement notamment des dépistages possibles ou des réflexions physiopathologiques, à la deuxième approche en lien avec la génétique, qui est celle du professeur Marion Leboyer, que je ne vais pas représenter, mais qui est notamment parmi toutes ses activités à la tête d'unités de recherche depuis pas mal d'années sur la compréhension notamment des troubles bipolaires, mais pas uniquement, et qui travaille depuis maintenant aussi longtemps sur une piste très importante qui est celle des phénomènes d'immuno-inflammation comme facteur physiopathologique des troubles psychiatriques. Merci Marion. Merci Antoine. Rebonjour tout le monde. Je vais effectivement, comme Antoine Pellissolo vient de vous le dire, essayer de partager avec vous notre intérêt et notre espoir pour l'exploration des anomalies immuno-inflammatoires qu'on commence à connaître dans le cadre du trouble bipolaire. Alors en deux mots, pourquoi est-ce qu'on est passionné par cette nouvelle voie ? Eh bien parce que ça représente l'espoir de mieux comprendre ces pathologies, et ça va me permettre de poursuivre en vous donnant un exemple, le très beau cours de génétique que vient de faire Stéphane Jamin, parce que c'est une très belle exploration
génétique et environnementale qu'apporte l'inflammation. C'est aussi l'espoir de pouvoir développer des marqueurs diagnostiques. Vous savez aujourd'hui qu'on n'a pas de marqueurs biologiques objectifs du trouble bipolaire, et il y a des espoirs de développer de nouveaux tests diagnostiques. Et puis aussi, et c'est ça qui, nous, psychiatres, nous intéresse bien sûr le plus, c'est de pouvoir espérer développer des nouvelles approches thérapeutiques. Alors, en quoi est-ce que le système immunitaire peut être impliqué dans l'étiologie de ces maladies? Bien, à quoi sert le système immunitaire? Premièrement, il sert à se défendre contre le milieu extérieur, contre les facteurs environnementaux, par exemple contre les infections, contre les polluants, contre le stress. Le système immunitaire, il est aussi là pour nous aider à maintenir à l'équilibre le milieu intérieur et donc à éviter un certain nombre de maladies. Il a aussi un rôle dans la toute petite enfance pour assurer le développement du système nerveux central. Et vous avez sûrement lu, parce qu'il y a eu beaucoup d'articles dans la presse, qui montrent qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des liens très forts entre l'intestin et le cerveau, et c'est l'inflammation qui coordonne, qui gère ces liens. Donc cette inflammation, elle nous intéresse parce qu'on sait maintenant qu'elle est présente dans un certain nombre de pathologies, dont le trouble bipolaire, et elle a un impact, elle a une lecture à la fois au niveau du système nerveux central, au niveau du cerveau. Elle est aussi présente au niveau du système périphérique, et en particulier dans le sang, ce qui permet d'explorer des marqueurs biologiques périphériques. Et puis elle a aussi une traduction au niveau du système digestif. Aujourd'hui, on commence à savoir qu'un certain nombre de marqueurs de cette inflammation, qui ont des noms de code là, qui sont écrits en blanc sur le milieu de cette diapositive, permettent ou vont permettre assez rapidement d'identifier des signatures biologiques spécifiques du trouble bipolaire. Et en particulier, il y a un espoir très réel que dans quelques années, je sois capable de venir vous décrire qu'un test biologique va permettre d'identifier la signature inflammatoire présente au cours d'un épisode dépressif et permettant de distinguer les personnes qui vont faire un trouble bipolaire ou bien vont développer un trouble unipolaire. Aujourd'hui, on commence à avoir des éléments très nets montrant qu'il y a une signature immuno-inflammatoire spécifique du trouble bipolaire et du trouble unipolaire. Ceci dit, ce qu'on sait aussi, c'est que cette inflammation, elle est décrite dans toute une série de pathologies, dont un certain nombre sont associés aussi au trouble bipolaire, ce qui en rend aussi la lecture extrêmement compliquée, mais ce qui montre que ces phénomènes immuno-inflammatoires sont aujourd'hui présents dans toute une série de pathologies, comme les comportements suicidaires, comme la dépression, en particulier la dépression résistante, mais aussi la schizophrénie ou encore le déclin cognitif qui peut être associé à certaines formes de schizophrénie. Cette inflammation, elle nous intéresse aussi parce que c'est probablement cette voie biologique qui explique l'association du trouble bipolaire à toute une série de pathologies somatiques. Vous nous avez entendu vous dire que depuis une dizaine d'années, on incite les médecins, on vous incite à surveiller la présence de certaines pathologies somatiques, en particulier les maladies auto-immunes, mais aussi la survenue de diabète, la survenue de maladies cardiovasculaires, la survenue d'un surpoids, et toutes ces pathologies dont on sait qu'elles sont plus fréquemment associées au trouble bipolaire, qu'il faut savoir les dépister, les repérer, parce qu'il y a un certain nombre de règles hygiéno-diététiques ou qu'il y a un certain nombre de traitements spécifiques à mettre en œuvre. C'est probablement parce qu'elles ont en commun ces phénomènes inflammatoires, donc en commun avec ces maladies somatiques et ces pathologies psychiatriques. L'autre point qui fait sens, c'est le fait que l'inflammation pourrait être le lien entre la survenue d'un certain nombre de facteurs de risque environnementaux dont on sait qu'ils émaillent la vie des personnes avec un trouble bipolaire. Et ces facteurs environnementaux, ils sont présents très tôt au cours de la vie, puisque par exemple, plusieurs études, en particulier réalisées dans le nord de l'Europe, ont démontré de façon très claire et répliqué de façon très claire qu'il y avait une augmentation une augmentation du risque de troubles bipolaires chez les enfants dont les mères avaient présenté des infections pendant la grossesse. On sait aussi, et ça aussi c'est quelque chose qui a été abondamment répliqué dans très nombreuses études, que pendant l'enfance, autres facteurs environnementaux importants, c'est tous les facteurs liés au stress sévère. Et puis on sait également que chez les jeunes adultes, qu'on retrouve toute une série de facteurs environnementaux qui sont plus fréquents dans le cadre du trouble bipolaire, qui sont les infections, qui sont le stress, mais qui sont aussi toute une série d'anomalies, de règles d'hygiène de vie, comme le manque de sommeil, comme une alimentation déséquilibrée ou comme un manque de vitamine D. Et chacun de ces facteurs environnementaux peut avoir une action sur l'augmentation de l'inflammation.
Alors comment comprendre le lien entre la survenue d'une infection et la survenue du trouble bipolaire? Comment comprendre le lien entre ces facteurs environnementaux et la survenue d'une inflammation? Je vais juste prendre un exemple, mais le même raisonnement pourrait s'appliquer par exemple au stress. Donc prenons l'exemple de la toxoplasmose, qui est une infection extrêmement fréquente, en particulier en France, mais pas que, qui voit son origine dans différentes sources, puisqu'on trouve ce parasite dans les eaux contaminées, dans de la viande crue ou insuffisamment cuite, dans des fruits ou des légumes mal lavés et dans la litière des chats. Et qu'est-ce qu'on sait? Là aussi, dans plusieurs études, on sait qu'il y a une association entre la présence de stigmates de cette infection, mesurée donc dans le sang des patients, et puis la survenue de troubles bipolaires. Et vous avez là une diapositive difficile à lire, mais qui vous montre que plusieurs études qui ont été réalisées aussi bien en France, par exemple dans notre pôle à Créteil par Nora Abnani, que dans des études américaines ou encore dans des études faites aux Pays-Bas, toutes ces études montrent qu'il y a une association entre la présence de stigmates de la toxoplasmose et le trouble bipolaire. Comment expliquer l'association entre la présence de différentes stigmates infectieux et le trouble bipolaire? Et c'est une des voies de recherche qui est d'essayer d'identifier des marqueurs de vulnérabilité génétique qui expliqueraient que les patients présentant un trouble bipolaire se défendraient moins bien face à certains facteurs environnementaux et en particulier face à certaines infections. Et c'est tout l'enjeu de la recherche des interactions entre gènes et environnement qui vise à essayer d'identifier si les personnes porteurs de certains variants génétiques sont plus sensibles, sont moins capables de se défendre face à certains facteurs environnementaux comme les infections ou le stress. Et dans le laboratoire, ça fait partie des études que nous menons depuis plusieurs années où nous avons pu démontrer que toute une série de facteurs génétiques qui agissent pour une toute petite part de la composante génétique que Stéphane Jamin vous a décrit tout à l'heure, rendent les personnes qui sont porteurs de ces variants génétiques un tout petit peu moins capables de se défendre face à des facteurs infectieux, ce qui explique que persistent dans la circulation sanguine des stigmates infectieux de différentes infections. Alors tous ces gènes, ils ont des noms barbares, mais ils font partie du système de défense immunitaire, comme le système HLA ou comme les toll-like récepteurs. Donc, si on veut avoir une vision globale des mécanismes qui nous permettent d'envisager que l'inflammation joue un rôle important dans le déclenchement du trouble bipolaire, mais aussi dans son évolution au cours de la vie, on peut penser qu'au départ, il y a une interaction entre un terrain immunogénétique particulier qui fait qu'on ne se défend pas bien contre des infections qui peuvent survenir très tôt pendant la vie, y compris pendant la vie intra-utérine, qui vont donc déclencher une inflammation. Et puis ces phénomènes vont se répéter tout au courant de la vie, avec soit des stress qui ont aussi un impact sur l'inflammation, soit une mauvaise hygiène de vie qui à chaque fois va déclencher une inflammation qui est une inflammation chronique, une inflammation de bas niveau. Ce n'est pas du tout l'inflammation qu'on voit dans des grands épisodes de septicémie. Et cette inflammation, elle va avoir des conséquences au niveau du système nerveux central qu'on va pouvoir dans les années à venir identifiée par exemple dans le cadre d'études d'imagerie cérébrale. Elle va aussi avoir une traduction au niveau périphérique, ce qui nous permet d'espérer pouvoir utiliser les biomarqueurs de l'inflammation pour être des marqueurs du diagnostic, mais aussi peut-être des marqueurs du pronostic et des marqueurs de la réponse thérapeutique. On est en train en particulier de faire une étude avec les collègues de l'Université de Nice où on est capable de prédire, à partir de la signature inflammatoire d'un certain nombre de cytokines, de prédire la réponse, l'efficacité thérapeutique de tel ou tel médicament. Et puis la troisième cible qui nous intéresse énormément, c'est la cible digestive. Et je vais vous expliquer en 2 minutes comment est-ce qu'on peut poser des hypothèses entre l'effet de l'inflammation et les conséquences au niveau digestif. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que toute une série de facteurs qui sont liés à l'inflammation augmentent la perméabilité d'un certain nombre de barrières. Des barrières au niveau cérébral, mais aussi des barrières digestives. Ces phénomènes inflammatoires sont donc responsables du fait qu'un certain nombre de nutriments vont passer dans la circulation sanguine à cause de l'augmentation de cette perméabilité des barrières, alors qu'ils ne passent pas normalement dans la circulation sanguine. Et en présence d'un terrain immunogénétique particulier, en particulier de variants du système HLA, il va y avoir une augmentation de ce qu'on appelle les réactions auto-immunes, c'est-à-dire des réactions du système immunitaire qui reconnaissent que ces nutriments, ces protéines qui ne devraient pas passer dans la circulation sanguine sont des composés étrangers. Et donc le système immunitaire va produire ce qu'on appelle des auto-anticorps, c'est-à-dire des molécules qui vont
attaquer, on va dire, ces nutriments, ces protéines qui passent dans la circulation sanguine. Et il peut arriver qu'il y ait des réactions croisées entre des protéines du soi, par exemple des récepteurs d'un certain nombre de neurotransmetteurs, et ces auto-anticorps. Et c'est ce qui se passe dans un certain nombre de pathologies qu'on est en train de découvrir, bien sûr, chez un tout petit nombre de personnes. Mais quand on identifie ces auto-anticorps dans le trouble bipolaire ou dans d'autres pathologies, c'est extrêmement important parce que ça permet de mettre en place et de mettre en œuvre des stratégies thérapeutiques spécifiques, personnalisées et très efficaces. Alors, terminons ces 15 minutes par les espoirs thérapeutiques qui peuvent être liés donc à la découverte de ces phénomènes inflammatoires. Et en fait, l'intérêt de la découverte de ces nouvelles voies, c'est qu'on a déjà à disposition toute une série de médicaments qui pourraient être utilisés dans le cadre du trouble bipolaire, dans le cas bien sûr où on identifie et où on peut mesurer cette signature inflammatoire. C'est probablement pas le cas de tous les patients qui sont atteints d'un trouble bipolaire, et il nous reste à identifier et à caractériser avec ces nouveaux outils biologiques les patients qui pourraient bénéficier de ces stratégies thérapeutiques. Mais l'image qu'on en a, c'est que les anti-inflammatoires ou les immunomodulateurs pourraient diminuer la composante inflammatoire, encore une fois quand elle est présente. Et quand je parle d'anti-inflammatoires, c'est aussi bien des médicaments comme l'aspirine qui sont à l'étude dans plusieurs pays à l'heure actuelle, que des molécules très innovantes qui sont des anticorps qui peuvent lutter contre ces cytokines. C'est aussi le développement, pour toute cette voie digestive que j'ai un petit peu effleurée ce matin, le développement des probiotiques et des compléments alimentaires. Là aussi, il y a des études réalisées en particulier à la Fondation Stanley aux États-Unis qui montrent l'efficacité, qui reste bien sûr à répliquer et à être étendue au cours d'épisodes maniaques, du fait d'ajouter au traitement que nous utilisons des probiotiques. Et puis la troisième action, qui est extrêmement importante de toute manière, c'est les recommandations sur l'amélioration du style de vie, qui sont les recommandations que j'imagine vos psychiatres vous prodiguent régulièrement, qui sont les règles concernant le sommeil, l'activité physique ou l'alimentation, recommandations qui sont extrêmement importantes pour diminuer la composante inflammatoire. Et pour conclure, je voudrais juste partager avec vous le rêve que nous avons à la Fondation Fondamentale, qui est celui de développer ce qu'on appelle la médecine de précision, qui est à l'œuvre dans des stratégies thérapeutiques qui concernent par exemple les maladies cardiovasculaires ou le cancer, mais qui sont encore très peu développées en psychiatrie, et qui consiste à se dire qu'aujourd'hui, on parle des troubles bipolaires au pluriel, parce que les patients atteints de troubles bipolaires sont tous différents, ils ont tous une histoire unique, ils ont tous une caractérisation biologique qui est unique, et nous devons, à l'aide de toute une série d'outils diagnostiques, d'outils biologiques, d'outils d'imagerie, essayer de mieux caractériser la singularité de chaque personne pour pouvoir développer ce qu'on appelle la médecine de précision ou la médecine de personnalisation, et proposer en particulier pour ceux pour qui ça ferait sens, de nouvelles stratégies thérapeutiques qui associeront donc des traitements ciblés, par exemple anti-inflammatoires, à des stratégies psychosociales, on en a entendu parler tout à l'heure, et à des règles d'hygiène de vie. Donc pour conclure, je voudrais juste remercier toutes les équipes qui travaillent avec nous pour essayer d'identifier ces nouveaux mécanismes, ces nouveaux marqueurs et ces nouvelles stratégies thérapeutiques. On est en train de créer en France un réseau français d'immunopsychiatrie qui rassemble plusieurs laboratoires dans différentes villes qui sont décrites de façon incomplète sur cette diapositive. Je voudrais bien sûr remercier les médecins et les chercheurs du pôle de psychiatrie de Créteil et de notre unité INSERM qui travaillent énormément pour avancer dans ce domaine. Et puis, nous avons un certain nombre de collaborations internationales avec la Fondation Stanley ou avec le JIPMER en Inde qui travaillent avec nous sur ces découvertes. Je vous remercie. Merci beaucoup Marion. Alors on va avancer dans l'étape suivante qui est celle du passage à ce qu'on appelle la clinique, c'est-à-dire les symptômes et les prises en charge, avec le docteur Soueri, qui est psychiatre à Bruxelles, enfin Belgique, qui a à la fois les compétences d'un chercheur également sur des sujets autour des troubles de l'humeur et notamment des bases génétiques, et qui par ailleurs est un clinicien. Et je pense qu'il va nous parler maintenant plutôt des aspects de symptomatologie précoce du trouble pour, là encore, en améliorer les prises en charge en pratique. Merci, professeur Pellissolo. Merci aux organisateurs de cette invitation. C'est un réel plaisir d'être aujourd'hui parmi vous et surtout de pouvoir partager des connaissances et de l'expérience autour des troubles bipolaires, mais en dehors des sentiers battus
que sont les bien connues phases maniaques et phases dépressives. Alors voici un avant-goût de ce que je vais aborder lors de ces 15 prochaines minutes. Je vais faire une petite parenthèse quand même importante sur ce qu'on appelle l'âge d'apparition des troubles bipolaires, pour montrer combien finalement c'est une affection qui s'invite très souvent très tôt dans la trajectoire de vie des personnes qui en souffrent. Ensuite, on va aborder cette question fondamentale de la possibilité, l'éventualité d'identifier la maladie avant même qu'elle apparaisse sous ses formes classiques que sont les phases maniaques ou les phases dépressives. C'est ce qu'on va appeler l'identification d'éventuels prodromes des troubles bipolaires. Et donc, la grande question, c'est existe-t-il des prodromes des troubles bipolaires? Et je vais vous montrer à travers quelques exemples de la littérature scientifique où est-ce que nous en sommes aujourd'hui dans l'identification de ces prodromes. Et ça va me permettre, au-delà de vous présenter ce qui a été identifié sur le plan clinique, ça va me permettre aussi de voyager avec vous dans ce que j'estime être vraiment le fondement, le cœur des troubles bipolaires, c'est-à-dire ce qui se passe surtout chez la personne qui présente un trouble bipolaire en amont des phases maniaques et des phases dépressives, donc soit avant même que celle-ci se manifeste pour la première fois dans l'existence de la personne, voire même, et c'était un peu aussi un des sujets du témoignage de Marie Alvéry, qu'est-ce qui se passe quand la personne n'est pas en phase maniaque ou phase dépressive, mais qui garde cette qualité particulière au niveau de la sensibilité et des émotions. Et pour ce faire, je vais voyager un petit peu dans le cerveau pour vous montrer quelles sont nos connaissances aujourd'hui sur le fonctionnement de ces mécanismes qui génèrent une forme d'instabilité et d'hyperactivité émotionnelle. Et donc on va parler notamment des zones du cortex cérébral ou d'autres zones du cerveau qu'on appelle le système limbique. Alors sur cette diapositive, on voit la distribution de ce qu'on va appeler l'âge d'apparition des premières manifestations des troubles bipolaires. Donc les premiers épisodes, qu'ils soient dépressifs ou éventuellement maniaques. Et ce qu'on peut remarquer, effectivement, là on voit une distribution d'âge, on voit que la vaste majorité, la grande majorité des personnes qui présentent un trouble bipolaire vont déclarer les premières manifestations dépressives ou maniaques aux alentours de début de l'adolescence jusqu'au début de l'âge adulte. Et là, on va parler de près de 60 à 70% des personnes bipolaires qui vont déclarer la maladie à ce moment-là, même si, effectivement, les premiers épisodes peuvent apparaître chez certaines personnes bien plus tard. Alors, quel est l'intérêt de pouvoir identifier ce qui se passe avant les premières manifestations cliniques identifiables des troubles bipolaires? Mais c'est avant tout une aide à la prévention. On sait effectivement que si on peut identifier des personnes à risque qui ont un certain profil éventuellement génétique, inflammatoire, voire un certain profil clinique ou comportemental, on peut mettre en place des stratégies de prévention. Et parmi les stratégies de prévention, on peut, pour faire le lien avec la présentation de Marion Leboyer, penser à l'hygiène de vie, le style de vie. On peut, chez des individus à risque, opter pour un style de vie qui va protéger un environnement qui sera plutôt protecteur, en particulier par rapport aux éléments inflammatoires, mais ça peut être d'autres choses, l'activité sportive, les réseaux sociaux, être heureux finalement, ou éventuellement des compléments alimentaires. On sait par exemple que les oméga-3 vont avoir des vertus intéressantes dans l'excitabilité de cellules neuronales. On peut imaginer chez des sujets à risque d'avoir des cures alimentaires riches en oméga-3 dès la plus tendre enfance ou début de l'adolescence. Ça permet aussi, bien entendu, de faire un diagnostic. Marie Alvéry parlait de cette errance diagnostique, de ce retard de diagnostic. Ça pourrait permettre effectivement d'avoir un diagnostic plus rapide et donc des possibilités d'intervention thérapeutique plus précoces. Alors, existe-t-il ces prodromes des troubles bipolaires et quels sont-ils? Et on va voir finalement que oui, dans la vaste majorité des cas, on peut identifier des signes ou des symptômes qui sont parfois difficiles à détecter, mais qui vont précéder de quelques mois, voire de quelques années, les premiers épisodes, qu'ils soient dépressifs ou maniaques, et que ces prodromes sont en fait très souvent une forme atténuée des troubles bipolaires. Alors il y a deux types d'enquêtes ou d'études scientifiques qui permettent d'identifier ce type de prodrome. Le premier type d'enquête, c'est d'étudier des enfants de personnes bipolaires, donc des sujets qui n'ont pas de diagnostic, qui n'ont pas encore présenté sous quelque forme que ce soit des symptômes de type dépressif dans le cadre de dépression majeure ou des symptômes de type maniaque. Et donc on peut voir si
chez ces sujets sains qui n'ont jamais été diagnostiqués, mais qui ont des parents bipolaires, est-ce qu'il n'y a pas toute une série d'éléments cliniques, comportementaux ou autres qui seraient des prodromes qui pourraient identifier des sujets à risque? L'autre type d'enquête ou d'études qui sont réalisées, c'est d'étudier des sujets qui ont un début de la maladie très précoce, aux alentours, on va dire, de l'adolescence et début de l'âge adulte, et qui se rappelleront très bien de ce qui s'est passé finalement juste avant que se déclare la pathologie. Alors, premier élément très important qu'on peut voir, effectivement, c'est que dans l'ensemble, ces études montrent que dans la majorité des cas, on peut identifier des singularités, je vais dire, des particularités cliniques ou comportementales qui ont été présentes avant les premières manifestations du trouble bipolaire. Le gros problème de ces études, c'est qu'on va identifier un certain tableau, parfois clinique, mais la question est de savoir si ce tableau est-il spécifique. Si je vais présenter ces facteurs de risque, est-ce que ça va d'office m'amener à développer une bipolarité? Et il faut savoir aussi si ces facteurs sont sensibles, c'est-à-dire que, donc ce que je viens de dire, c'est est-ce que ça va vraiment me faire déclarer ma bipolarité? Et s'ils sont spécifiques, est-ce que ça ne peut pas être aussi des prodromes ou des facteurs de risque ou des facteurs précurseurs d'autres problématiques psychiatriques? Et là, on n'est pas encore au fait de savoir si ces marqueurs sont spécifiques et sensibles. Mais quoi qu'il en soit, ce que ça montre, c'est que très souvent, quelques mois, voire quelques années avant les premières manifestations, on voit des formes effectivement atténuées de troubles bipolaires, des personnes qui ont parfois des tendances dépressives, des tendances anxieuses, ou à fonctionner sous un mode, par exemple, hyperthymique. On voit ce qu'on appelle aussi des troubles de la personnalité, en particulier cette tendance à être très instable, très variable sur le plan des humeurs, des troubles des conduites, des troubles du comportement, des troubles du sommeil, des manifestations telles que la fuite des idées ou encore une agitation physique et motrice. Des tendances dépressives et de l'anxiété, c'est ce qu'on peut mettre sous le compte du tableau atténué de la bipolarité. Mais ce qui revient quand même de manière la plus fréquente et de manière la plus spécifique, vous voyez ici une spécificité de l'ordre de 90%, c'est l'instabilité émotionnelle, cette forme de variation extrême des émotions et de la sensibilité qui se manifeste très souvent, parfois chez l'enfant, chez le très jeune adolescent, sous forme d'irritabilité et d'accès de colère. Et ce qui permet à certains auteurs de proposer un modèle qui va illustrer la possibilité, la trajectoire, je dirais, du développement du trouble bipolaire. Vous avez ici le temps qui passe, et on voit ici ce qu'on pourrait appeler vraiment les prémices de quelque chose qui est au départ pas spécifique. Donc ça peut se déclarer dès la plus tendre enfance, et c'est ce qui va être un état cyclotimique, des variations quand même assez intenses des humeurs assez fluctuantes, la présence de sautes d'humeur notamment. Et donc, en aucun cas, c'est une signature, je dirais, d'office de la pathologie, puisque ce tableau peut continuer au cours du temps avec la même intensité sans se développer. Par contre, il peut arriver des facteurs déclenchants, et ça peut être très tôt dans la trajectoire de vie de la personne. Ça peut être, voilà, je sais pas, la séparation des parents, des traumatismes particuliers, des difficultés scolaires éventuellement. Ça peut parfois être insidieux. Et cet événement de vie va précipiter vers la prochaine étape, l'étape numéro 3 ici, où là, on aura vraiment la phase prodromale du trouble bipolaire avec des formes atténuées, symptomatiques de la bipolarité, comme on la connaît sous forme de phase éventuellement hypomane ou de tendance dépressive, jusqu'à éventuellement déclarer la pathologie dans toute sa splendeur. Alors c'est intéressant de pouvoir faire ce type de trajectoire dans la mesure où, effectivement, si on veut intervenir de manière préventive et précoce, on ne peut le faire effectivement que lors de ces stades. C'est ce que je disais tout à l'heure en faisant référence à des stratégies notamment d'hygiène de vie, de style de vie, éventuellement de protéger, d'avoir un environnement protecteur par rapport à la déclaration de la pathologie. Alors si on veut aller plus loin et essayer de trouver finalement ce que pourrait être le dénominateur commun de tous ces indices prodromiques, et je pense que les neurosciences ont beaucoup évolué, mais si les neurosciences ont évolué, c'est grâce aux témoignages des personnes qui présentent un trouble bipolaire, bien entendu, ou alors de parents de jeunes adolescents ou de jeunes adultes qui présentent un trouble bipolaire. Quand ils sont questionnés sur
ces éventuels prodromes, comment fonctionnait, je dirais, votre enfant dès son plus jeune âge, et comment vous fonctionnez-vous d'ailleurs en tant que personne bipolaire quand vous êtes en dehors de ces phases maniaques et de ces phases dépressives, en amont de la bipolarité quand elle s'exprime sous cette forme cataclysmique que sont les phases maniaques ou dépressives. Et très souvent, on revoit apparaître ce genre d'expression propre à chacun, des tsunamis émotionnels, mon épilepsie mentale, mes incendies émotionnels, des ascenseurs émotionnels, enfin toute une série d'expressions à connotation très forte et très souvent en lien avec la gestion des émotions. Et les neurosciences se sont enfin intéressées à ce qui se passe dans le cerveau des personnes hypersensibles et hyperréactives sur le plan émotionnel. Et on sait aujourd'hui quelles sont ces zones cérébrales et ces circuits cérébraux qui sont dans la bipolarité impliqués dans cette forme d'instabilité émotionnelle qui, pour moi, est le cœur de la bipolarité, voire même les éléments qui permettraient de prédire, je dirais, la survenue de celle-ci dès le plus jeune âge. Et ça concerne cette instabilité, cette hyperréactivité émotionnelle, j'insiste, qui est présente en amont des phases dépressives et des phases maniaques chez la personne qui n'a jamais été diagnostiquée, mais même après, chez la personne bipolaire qui est en phase dite euthymie, ce pseudo-calme entre les épisodes, et qui est en fait, je pense, une ébullition permanente qui concerne le système des émotions. Et donc, ça nous fait nous intéresser à ces zones du cerveau qui sont impliquées dans ces processus, et en particulier deux zones que je vais vous décrire à travers certaines illustrations, que sont le cortex cérébral, qui est le quartier général de la raison, des capacités de jugement notamment, et le système limbique, zone du cerveau plus profonde, le cerveau reptilien, comme on dit, ou instinctif, qui est le quartier général de la genèse des émotions. Et on pense de plus en plus que dans les troubles bipolaires, il existe une forme de difficulté de dialogue entre ces deux dimensions qu'on a en chacun de nous par ailleurs, et une forme de disharmonie dans la communication de ces deux pôles, et donc de difficulté de communication dans le couple émotion-raison. Voici donc une illustration, comme je vous le disais, où on peut voir effectivement la partie plus superficielle du cerveau qu'on appelle le cortex cérébral, hyper développé dans l'espèce humaine, et cette zone plus profonde qu'on appelle le système limbique, qui contient toute une série de structures cérébrales, des noyaux cérébraux, les noyaux de la base, et qui sont en particulier impliqués dans les réactions émotionnelles. Et on va prendre comme exemple ici une émotion qu'on connaît bien tous, qui est tout à fait normale, qui est la colère. Mais je pourrais faire exactement la même explication pour la peur, pour la joie, pour la tristesse, pour le dégoût, toute autre forme d'émotion. Et donc je vais voir quelque chose ou entendre quelque chose qui risque de me mettre en colère. Mes noyaux de la base, en particulier mon amygdale, va s'allumer. Mais on n'est pas tous égaux dans la manière, dans la rapidité d'abord, avec laquelle l'amygdale va s'allumer, et surtout l'intensité avec laquelle l'amygdale va s'allumer. Et ces phénomènes sont extrêmement bien étudiés grâce à l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Aujourd'hui, on peut visualiser toutes les réactions des zones cérébrales et leurs séquences en particulier quand on fait passer des personnes en imagerie cérébrale fonctionnelle et qu'on stimule leurs zones émotionnelles, par exemple en leur montrant des scènes tristes ou des scènes joyeuses ou des scènes qui peuvent les mettre en colère. Et donc, si j'allume mes zones émotionnelles, il y aura tout d'abord une réaction au niveau de mon corps, puisque le cerveau est connecté au corps, mais aussi toute une série de réactions musculaires qui vont, vous allez voir que je suis en colère, et ces phénomènes existent déjà depuis notre plus tendre enfance. On sait que certains enfants sont plus susceptibles d'être en colère et d'avoir des réactions de colère très intenses. Heureusement, dans la séquence, je vais activer une autre zone de mon cerveau, grâce à des circuits qui passent de bas en haut. Et cette autre zone, c'est ce qu'on appelle le cortex frontal, celui, comme je le disais, qui est le quartier général de la raison, des connaissances, du jugement. Et le fait que ce cortex frontal va dialoguer avec mes zones émotionnelles va me permettre finalement d'opter pour un comportement équilibré. Sauf qu'il peut se passer à n'importe quel endroit dans cette circuiterie des émotions, des problématiques, des déficits, des lésions éventuelles, parfois structurelles, parfois fonctionnelles, qui vont empêcher ces mécanismes de se faire correctement. En d'autres termes, mon allumage, entre guillemets, émotionnel, peut littéralement censurer
mes capacités de raisonner et me faire m'emporter dans le registre ici de la colère au point d'en produire un tableau symptomatique parfois extrêmement sévère. Cette dia peut être compliquée, mais vous verrez qu'elle est relativement simple. C'est une étude qui a été réalisée chez des enfants de personnes bipolaires, donc des enfants qui n'ont pas de diagnostic de bipolarité, qui n'ont pas encore déclaré une quelconque bipolarité. Et ces enfants de personnes bipolaires sont comparés à des enfants de parents d'autres pathologies psychiatriques, comme des troubles anxieux, par exemple, comme de l'alcoolisme ou éventuellement de la dépression. Et ces deux groupes sont enfin comparés à des enfants de sujets qui n'ont jamais eu de troubles psychiatriques. Donc c'est bien chez des enfants. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On va essayer de regarder la séquence. On est ici dans notre système limbique, l'allumage de l'amygdale quand on fait passer des images à connotation émotionnelle très forte. Et ce qu'on voit, c'est que les enfants de patients bipolaires, bipolar offspring, et les enfants de parents qui ont d'autres problèmes psychiatriques vont allumer de manière tout aussi forte leur amygdale. Donc l'émotion va crier, je dirais, de manière aussi forte dans ces deux groupes par rapport à des sujets contrôle. Donc ce qui veut dire que cet allumage émotionnel n'est peut-être pas une signature du trouble bipolaire, qu'il peut se présenter dans d'autres affections psychiatriques. Voyons ce qui se passe un peu plus haut, dans cette zone entre le haut et le bas, qu'on appelle le cortex singulaire, qui contient les circuits qui vont faire se communiquer les deux dimensions dans la gestion des émotions. Et là, on voit clairement que les enfants de personnes bipolaires ont un déficit de connectivité, donc de ces zones qui permettent la connexion entre le cerveau émotionnel et le cerveau, entre guillemets, raisonnable. Et puis on va ici dans une autre coupe du cerveau un peu plus haut, et on voit effectivement que là, c'est assez particulier, parce que les personnes bipolaires vont réagir de manière très différente, vont raisonner de manière très différente à partir d'une réaction émotionnelle, qu'elle soit de la joie ou de la tristesse. Vous voyez que quand ils sont stimulés par de la joie, ils vont avoir certaines capacités de raisonnement. Quand ils sont stimulés par des processus, par des stimulations négatives, ça va être l'inverse. Enfin, tout ça est en train d'être exploré, mais pour vous dire combien on sait maintenant quelles sont les structures et les circuits qui sont impliqués dans ces mécanismes, et on peut en faire une forme de cartographie, où on voit ici que dans la bipolarité, on va avoir une hyper-réactivité des zones limbiques, des zones émotionnelles, et peut-être une tendance à avoir moins de réactivité sur le plan du raisonnement ou de la capacité de jugement. Alors, soit effectivement en situation de crise, en particulier de crise maniaque, mais l'hyper-émotivité ou l'hypersensibilité des personnes bipolaires en amont de leur phase maniaque dépressive, avant même qu'elle se soit déclarée, donc éventuellement chez des enfants et des adolescents, voire des personnes bipolaires entre les épisodes, dénote quand même d'une hyperactivité émotionnelle. Et pour conclure, je vous dirais que ce sont des circuits cérébraux qui sont de plus en plus connus et qui semblent être en tout cas altérés d'une certaine manière, qui fonctionnent de manière particulière dans les troubles bipolaires et qui sont systématiquement en lien avec le contrôle et la gestion des émotions, et que ces particularités sont présentes depuis le plus jeune âge. On estime que ces particularités sont ce qu'on appelle des altérations du développement du système nerveux central, donc qui peuvent déjà avoir une composante génétique innée. Et bien entendu, l'environnement peut façonner ou moduler en tout cas ces particularités. Et je pense que ce que j'appellerais ce qu'on appelle aujourd'hui en neurosciences, cette dissociation d'en haut vers le bas ou de bas vers le haut, peu importe l'échelle de valeur, mais cortico-corticale, dénote effectivement de cette disharmonie ou cette difficulté de dialogue dans le couple émotion-raison, et qu'elle peut expliquer en grande partie l'instabilité émotionnelle ou l'hypersensibilité des personnes bipolaires, qui pourrait être un prodrome éventuellement à détecter, voire même à traiter. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Choueiri. Alors, on va enchaîner tout de suite avec l'étape, une autre étape explicative qui peut être celle qui vient des événements ou des facteurs extérieurs au sujet, grâce donc à la présentation du Dr Étain, qui est psychiatre et enseignant-chercheur à l'hôpital Lariboisière Fernand Vidal
et qui travaille depuis très longtemps dans le cadre des centres experts de la Fondation fondamentale sur le trouble bipolaire, et donc notamment sur un de ces sujets d'études qui sont les facteurs de déclenchement ou des facteurs extérieurs qui peuvent participer à l'apparition des troubles. Merci Bruno. Merci Antoine. Je remercie Argos 2001 et la Fondation fondamentale de me donner l'occasion de parler d'éléments précipitants, qui est une façon d'aborder la question des facteurs environnementaux qui peuvent augmenter le risque de développer une bipolarité, qui est ces facteurs environnementaux, une thématique assez importante des travaux que j'ai conduits à Créteil notamment. Donc pour faire un tout petit retour en arrière, Stéphane Jamin vous a dit qu'il existait en effet une vulnérabilité à présenter des troubles bipolaires, une prédisposition qui s'expliquait en partie par des facteurs génétiques et en partie par des facteurs environnementaux. Les poids étant relativement répartis, puisque 60% de génétique, 40% d'environnement. Et dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'études qui sont concentrées sur les facteurs génétiques, avec l'idée d'identifier ce qui contribue aux facteurs de vulnérabilité génétique dans les troubles bipolaires. Mais finalement, on a beaucoup négligé les facteurs environnementaux, qui sont des facteurs sur lesquels on peut potentiellement proposer des stratégies en termes soit de prévention ou soit d'intervention précoce. Pour rebondir un peu sur la présentation précédente, je vous rappelle que donc l'âge de survenue des troubles bipolaires est un âge de survenue jeune. 45% des patients présentent un premier épisode avant l'âge de 22 ans. C'est dans des cohortes suivies en France. Et je rappelle également que le mode d'entrée dans la maladie ne se fait pas toujours par un premier épisode maniaque, mais peut, chez la plupart des patients, se présenter par un premier épisode de dépression. Et c'est ensuite que les épisodes de manie vont apparaître. Et comment des facteurs d'environnement peuvent augmenter le risque de présenter un trouble bipolaire, abaisser l'âge de début, c'est-à-dire le fait de rentrer dans une bipolarité de manière plus précoce, ou de rentrer dans une bipolarité plutôt par une manie ou par une dépression. On a maintenant un certain nombre de facteurs potentiellement modifiables ou potentiellement sources d'intervention précoce, et qui sont des facteurs de notre environnement. Donc il y en a plusieurs qui sont identifiés. J'aborderai que ceux qui me semblent principaux, qui sont les traumatismes dans l'enfance et les facteurs de stress, les consommations de produits toxiques à l'adolescence et l'irrégularité des rythmes circadiens, c'est-à-dire notamment des rythmes veille-sommeil qui peuvent survenir chez le sujet jeune. Donc un premier volet de recherche qui est largement exploré à l'heure actuelle dans la bipolarité, c'est l'existence de traumatismes dans l'enfance, et qui fait écho à ce que nous racontent un certain nombre de patients en consultation, qui nous racontent avoir présenté des antécédents de traumatisme ou des antécédents de maltraitance dans l'enfance. C'est quelque chose qui nous est rapporté assez fréquemment en consultation. Et on peut évaluer ce niveau de maltraitance soit au cours de l'entretien clinique, soit par exemple avec certains questionnaires qui permettent d'explorer différents champs traumatiques auxquels le patient a pu être exposé de manière précoce dans sa vie. Et ces différents types de traumatismes peuvent être soit des négligences, c'est-à-dire des choses auxquelles j'aurais aimé être exposé dans mon enfance et auxquelles je n'ai pas été exposé. Donc, par exemple, des négligences émotionnelles, c'est est-ce que j'ai eu autour de moi des personnes chaleureuses qui ont étayé, qui ont renforcé des comportements qui étaient des comportements positifs. Des négligences physiques qui peuvent être par exemple des carences de soins médicaux, le fait de ne pas avoir suffisamment à manger, le fait de ne pas avoir avec une hygiène correcte. Donc tout ça, c'est plutôt de la négligence physique. Et puis il y a tout le domaine des abus, qui sont les choses auxquelles j'ai été exposé, mais auxquelles je n'aurais pas dû être exposé. Donc le registre émotionnel, c'est est-ce que j'ai vécu des situations répétées dans mon enfance et sévères d'humiliation, d'insultes, de dégradation. Les abus physiques, c'est est-ce que j'ai été frappé. Donc c'est pas
c'est pas des questionnaires uniquement, on m'a donné une gifle une fois lorsque j'avais 5 ans. C'est des questionnaires qui explorent des traumatismes physiques qui sont des traumatismes physiques graves. Les antécédents éventuellement d'abus sexuels, que des antécédents d'attouchement sexuel, par exemple. Et puis, il y a des questionnaires qui intègrent aussi beaucoup maintenant les notions de harcèlement à l'école, qui peuvent être des situations de stress auxquelles les enfants sont exposés de manière très précoce et qui peuvent fragiliser des sujets prédisposés à développer un trouble bipolaire. Donc il y a maintenant de multiples études qui comparent le niveau de traumatisme des personnes souffrant de bipolarité à des sujets qui sont issus de la population générale et pas atteints de cette maladie. Et ça, c'est un exemple d'une étude qu'on a réalisée dans une population française où on a interrogé des patients sur les antécédents qu'ils avaient présentés en termes de traumatisme dans l'enfance comparativement à des sujets dits sains. Et on voit que à peu près un quart des personnes que nous avons interrogées estiment avoir souffert d'abus émotionnels dans l'enfance, 10% rapportent des abus physiques dans l'enfance et 19%, ce qui est un chiffre assez très important comparé à la population générale, rapportent des conduites d'abus sexuels qu'ils ont subies dans l'enfance. Donc on voit qu'il existe pour certains patients, ce n'est pas tous les patients, mais pour certains d'entre eux, en tout cas, on retrouve ces facteurs traumatiques précoces. Et de nombreux patients, 2/3 des patients, disent qu'ils ont été exposés à plusieurs types de traumas, c'est-à-dire par exemple des effets à la fois des traumatismes émotionnels et des traumatismes physiques. Et le fait d'avoir été exposé à ce type de trauma aggrave la bipolarité et notamment abaisse l'âge de survenue de la bipolarité. Quand on interroge des patients qui ont été exposés à des traumatismes multiples dans l'enfance pour savoir à quel âge ils ont développé leur trouble bipolaire, en règle générale, c'est aux alentours de 20 ans, alors que les personnes qui n'ont été exposées à aucun contexte traumatique dans leur enfance, eux commencent leur trouble bipolaire légèrement plus tardivement, vers l'âge de 25 ans. Donc on voit comment un facteur environnemental peut être surreprésenté dans la population de patients atteints de bipolarité et conditionner potentiellement des modes d'entrée plus rapides dans la maladie, avec un premier épisode qui va survenir de manière plus précoce. Il y a également des expositions potentielles à des facteurs de stress plus tardifs. Donc ça, j'ai repris 2 études qui sont des études relativement récentes et qui montrent chez des patients qui entrent dans un trouble bipolaire que le nombre de stress auxquels ils ont été exposés augmente l'année qui précède le premier épisode. Et c'est surtout l'accumulation de stress plutôt négatif, de type perte affective, rupture sentimentale, chômage, difficultés financières. Tout ce domaine négatif semble être quelque chose qui est surreprésenté dans l'année qui précède le premier épisode, alors qu'on ne retrouve pas forcément d'effets des stress positifs, qui sont plutôt des bonnes nouvelles, une promotion professionnelle, un mariage, etc., qui ne seraient pas, eux, augmentés dans l'année qui précède le premier épisode. Et il y a d'autres études qui montrent qu'en effet, on retrouve ce niveau de stress augmenté dans l'année qui précède la première phase de manie chez 48% des patients, ce qui montre que certains peuvent avoir un mode d'entrée qui est peut-être favorisé par le stress, alors que pour d'autres, on ne retrouve pas de facteurs de ce type. L'autre facteur environnemental qui est également associé à une augmentation de présenter un trouble bipolaire ou à des modes d'entrée un peu différents, c'est les consommations de produits toxiques. Alors avec un effet un peu générationnel, c'est-à-dire que les personnes qui souffrent de bipolarité et qui ont maintenant, on va dire, un certain âge, étaient plutôt exposées dans une société avec l'alcool, alors que les plus jeunes patients maintenant sont plutôt des sujets qui sont plutôt des consommateurs de cannabis, parce que les modes de consommation de produits toxiques changent en France. Ce qu'on repère en tout cas dans les séquences d'évolution, d'apparition de consommation de toxiques et de bipolarité, c'est que souvent le mésusage de cannabis précède les premiers épisodes, c'est-à-dire qu'il intervient avant l'entrée dans la maladie, alors que souvent le mésusage d'alcool succède au premier épisode,
ce qui serait peut-être une conséquence de l'entrée dans la maladie et de la déstabilisation sur le plan de l'humeur. Et ce qu'on sait également, c'est que par exemple les usages de cannabis ou les usages d'autres drogues, comme de la cocaïne, abaissent l'âge de début des troubles, c'est-à-dire que des sujets prédisposés aux troubles bipolaires et qui consomment des produits toxiques risquent de déclencher la maladie beaucoup plus tôt que s'ils ne consommaient pas de produits toxiques. Ce qui en fait potentiellement, bien entendu, une source d'intervention et de prévention chez les sujets qui sont vulnérables aux troubles bipolaires. On retrouve d'autres études qui montrent que, par exemple, chez des jeunes patients, donc c'est une étude récente dont des jeunes patients âgés de 12 à 20 ans qui sont hospitalisés pour un premier épisode de manie, on voit que 48% présentent un mésusage de substances. Donc on voit à quel point c'est quelque chose qui est représenté de manière très importante dans la population de jeunes patients au moment de l'entrée dans la maladie. Et par exemple, une étude qui est un peu plus ancienne, mais qui avait été conduite sur des larges cohortes, dont des cohortes françaises, montrait que chez les patients hospitalisés pour une phase maniaque, et qui commençaient par une manie, souvent l'association c'était avec des produits toxiques, et donc le mode d'entrée se faisait plutôt par un épisode d'excitation, alors que lorsqu'on était exposé à l'alcool ou aux facteurs de stress, le mode d'entrée pouvait se faire préférentiellement plutôt par une dépression au moment du premier épisode. Un troisième point qui est quelque chose qui peut intervenir sur le plan développemental, donc fin de l'enfance, début de l'adolescence, au moment de la zone critique où on rentre dans l'âge potentiel de survenue du trouble bipolaire, c'est tout ce qui est la dysrégulation au niveau des rythmes circadiens ou des rythmes veille-sommeil. Et par exemple, il y a des études qui sont relativement assez nouvelles, qui datent de cette année ou de l'année dernière, sur des larges populations de patients, enfin qui ne sont pas encore malades, donc ce n'est pas des patients, mais des participants qui sont à risque de développer un trouble bipolaire. Donc c'est souvent des apparentés de personnes souffrant de bipolarité, et qui montrent qu'au moment de l'adolescence, il présenterait plus d'irrégularité du rythme veille-sommeil, un sommeil qui serait de plus mauvaise qualité, et que ces aspects de rythme et de sommeil pourraient prédisposer à l'entrée dans un trouble bipolaire. Et une étude qui vient de sortir, qui porte sur des enfants de patients souffrant de troubles bipolaires, donc c'est des enfants qui ont entre l'âge de 10 et 18 ans, et qui sont suivis tous les 2 ans. Et ce qui est observé dans cette population d'enfants, de patients souffrant de troubles bipolaires, c'est la tendance à passer de bons dormeurs à dormeurs variables, c'est-à-dire un coup je dors bien, un coup je dors pas bien, où j'ai des horaires ou des durées très variables de sommeil, puis à mauvais dormeurs. Et que ceux qui passent dans cette période-là à mauvais dormeurs sont ceux qui ont le plus de risques de développer un trouble bipolaire. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont à la fois dans le repérage de signes précoces, à la fois éventuellement dans des anomalies de l'horloge biologique, et qui peuvent conduire éventuellement à des actions de prévention ou de traitement. J'en cite une par exemple, c'est-à-dire que c'est l'équipe de Tina Goldstein à Pittsburgh qui développe notamment des approches qui sont basées sur la thérapie interpersonnelle axée sur les rythmes sociaux, la régularité des rythmes sociaux, et qui a proposé par exemple ce type d'approche, 12 sessions sur 6 mois à des adolescents qui sont à risque de présenter un trouble bipolaire, et qui a montré que ce type d'intervention pouvait améliorer la régularité des rythmes. On ne sait pas encore si ça permet de retarder l'entrée dans la maladie, mais en tout cas, on a un facteur potentiellement explicatif, une horloge biologique qui devient instable à l'adolescence et qu'on pourrait éventuellement restabiliser par des approches psychothérapeutiques. Donc pour vous proposer un petit schéma récapitulatif des quelques points que je voulais partager avec vous, on a cette notion de traumatisme dans l'enfance qui est présente chez certains patients. On sait que les patients exposés, par exemple, à des traumatismes dans l'enfance ont plus de dysrégulation émotionnelle à l'adolescence, ce qui fait sens avec l'intervention précédente. Donc plus de sensibilité à la colère, plus d'hyperréactivité émotionnelle. On sait également que les personnes qui ont subi des traumatismes dans l'enfance ont plus d'anomalies
immuno-inflammatoires qu'on retrouve à l'âge adulte, comme s'il existait des séquelles du système immunitaire qui a cherché à se défendre contre ces traumatismes précoces, avec des niveaux de stress qui ont été activés de manière importante. Donc ça fait aussi un lien avec la présentation de Marion Leboyer. Et on sait également que toutes les personnes qui sont exposées à des traumatismes ne développent pas de troubles psychiatriques. La plupart des personnes exposées à des traumatismes sont ce qu'on appelle résilients, et il y aurait probablement des choses en termes de génome, donc c'est le lien avec la présentation de Stéphane Jamin, qui nous rendrait plus ou moins vulnérables à l'exposition aux facteurs de stress. Donc on a cette séquence traumatique, potentiellement prise de toxiques à l'adolescence, potentiellement avec une accélération des facteurs de stress l'année qui précède. L'accélération de ces facteurs de stress peuvent impacter sévèrement sur le sommeil, chez les personnes qui déjà ont peut-être un peu de mal à avoir un sommeil régulier, et ce qui favoriserait une entrée plus précoce dans la maladie bipolaire. Je vous remercie pour votre attention. Merci Bruno. Et nous allons donc inviter le docteur Consoli à prendre la parole pour conclure, je dirais, cette séquence de manière assez logique par des aspects donc thérapeutiques potentiels, mais plutôt dans les phases donc précoces. Le docteur Consoli étant psychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du professeur Cohen et spécialiste notamment du trouble bipolaire chez les adolescents. À toi. Bonjour, oui, ça marche. Bonjour, je vous remercie beaucoup de cette invitation. Je remercie Argos, la Fondation Fondamentale, et je suis très heureuse d'être présente avec vous aujourd'hui. Je vous remercie aussi, Madame, pour la qualité de votre témoignage ce matin, et je trouve que les professionnels ont aussi toujours beaucoup à apprendre des patients, de leurs familles, et je remercie mes collègues aussi de leurs interventions. Donc, moi, je travaille donc dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du professeur Cohen. On a un site web, si vous voulez regarder, mais je ne l'ai pas mis là. Et je me suis intéressée très tôt aux troubles bipolaires au cours de mon internat à l'IMM et puis dans le service. Et j'ai fait une thèse de sciences aussi sur une étude de devenir de patients adolescents bipolaires et leur devenir à l'âge adulte. Et je m'occupe d'une unité d'hospitalisation qui accueille en partie des adolescents avec des troubles thymiques sévères. Alors, pour introduire, effectivement, on l'a vu tout au long de la matinée, l'enjeu du diagnostic à cet âge-là et précocement, quand on débute une maladie bipolaire, est majeur. On sait qu'il y a un délai conséquent, on l'a vu, d'une dizaine d'années entre les premiers symptômes et le diagnostic posé qui amène à un traitement adéquat. Et l'enjeu est vraiment important à cet âge-là, à ce moment du développement. Pour autant, parce qu'on a aussi beaucoup parlé d'enfants de parents bipolaires, pour autant, ce n'est pas non plus parce qu'on a un parent bipolaire qu'on va être dans une fatalité, détermination de devenir forcément bipolaire. Donc c'est important. Peut-être c'est les réticences de parfois certains pédopsychiatres à poser les choses, à figer les choses. Voilà, il ne faut pas être dans une position manichéenne, mais en même temps, c'est aussi important de savoir repérer, de savoir diagnostiquer, de savoir amener le traitement. C'est vrai qu'on a vu aussi que ces jeunes, à ce moment-là, pouvaient être dans une certaine forme de déni ou de bien-être de l'état, en particulier maniaque. Les parents aussi, dans une forme de déni. Et que renoncer à cet état, c'est aussi une étape importante. Bon. En tout cas, tout un certain nombre de facteurs concourent à ce délai important. Et on sait que ce sont dans ces premières années de la maladie, dans ces 10 premières années, que le risque de passage à l'acte suicidaire est très important, que si les troubles commencent plus précocement, ce risque serait d'autant plus important, et que parfois certains facteurs comme un abus de substances ou d'événements traumatiques peuvent compliquer aussi les tableaux. Et puis, voilà, comme je le disais, la réponse peut ne pas être tout à fait adéquate. Je me souviens d'un patient qui au cours des épisodes d'élévation de l'humeur, des épisodes maniaques, se mettait à sortir en boîte, consommer des toxiques, volait des scooters, tout à fait en rupture avec son fonctionnement. Et la première réponse avait été éducative, PJJ, et il y avait une errance comme ça de soins, enfin, et pas de reconnaissance du diagnostic et de soins adaptés pour lui. Je voulais aussi revenir, avant de parler des soins dans cette phase précoce, sur quelques mots sur la controverse quand même du trouble pédiatrique, parce que je vais quand même essentiellement parler d'adolescents. Il y a eu un moment, une période au début des années 90 où
Il était dit qu'on aurait sous-estimé ce diagnostic chez l'enfant prépubère, avec une prévalence en augmentation. C'est une étude américaine qui montrait cela. Je crois qu'il faut garder une certaine prudence et qu'on utilisait quand même chez ces enfants des critères adultomorphiques sans beaucoup de perspectives développementales, que le statut du symptôme d'irritabilité est très questionnant parce qu'il y a aussi des longues études prospectives qui montrent que l'irritabilité dans l'enfance, les adultes présentent plus de troubles anxieux, de troubles dépressifs que de troubles bipolaires. La question du chevauchement de critères diagnostiques avec le trouble de l'attention-hyperactivité qui pose aussi un certain nombre de questions. Et puis les enjeux économiques, évidemment, puisqu'il y a des traitements qui existent chez l'adulte, on le sait, etc. Donc il y a eu tout un mouvement. Et aujourd'hui, il y a dans le DSM-5 une nouvelle entité, le trouble disruptif de l'humeur, pour essayer de distinguer phénotypiquement quand même les enfants et le trouble bipolaire qu'on sait classiquement commencer quand même à l'adolescence, même si les épisodes dépressifs peuvent commencer au tout début de l'adolescence. Donc je rappelle aussi ces quelques études qui montrent effectivement que quand on suit des enfants de parents avec un trouble bipolaire, c'est à l'adolescence la période la plus à risque de débuter les épisodes thymiques sévères. Et ça, un certain nombre d'études le rappellent, avec une prévalence qui est celle qu'on connaît dans la littérature. Certains invitent aussi à une certaine prudence et à utiliser des critères étroits de troubles bipolaires de type 1 chez le sujet jeune. Et cette notion d'irritabilité, à garder effectivement cette prudence, elle ne peut pas être le critère diagnostique principal. Il faut que quand elle soit présente, elle soit sévère, épisodique, avec une rupture importante avec le fonctionnement antérieur. Alors, concernant la stratégie de prise en charge, comme je le disais, les épisodes dépressifs surviennent plutôt tout début de l'adolescence, vers 11-12 ans. C'est plutôt vers, en moyenne, 15 ans qu'apparaissent les premiers épisodes maniaques qui vont signer le diagnostic de trouble bipolaire. Alors, quelles sont les stratégies de prise en charge? Alors, évidemment, il faut pouvoir confirmer l'épisode, poser un diagnostic, évaluer la symptomatologie, sa sévérité, la nature épisodique, c'est ce qui signe la clinique de ces troubles, et l'évaluation du fonctionnement prémorbide, avec un certain nombre de diagnostics différentiels qui doivent pouvoir être discutés, qui parfois ne sont pas si simples à l'adolescence. Voilà, il peut y avoir des questions diagnostiques, et on sait qu'il y a quelques particularités à l'adolescence du tableau. Et puis aussi les questions d'organicité, parce qu'on a eu, et ce qui illustre peut-être les voies sur l'auto-immunité, mais on a eu des cas de maladies auto-immunes avec des tableaux psychiatriques associés tout à fait typiques de manie, de mélancolie, etc. L'essentiel, les clés de la prise en charge, on va dire, on en a parlé aussi, c'est la compliance, j'y reviendrai, et d'essayer d'aller au maximum vers une monothérapie, surtout à cet âge-là où on sait combien aussi l'acceptation narcissique de prendre un traitement au long cours, les effets secondaires, leur incidence sur le corps, sur le poids, l'acné, etc. Donc la compliance, le traitement pharmacologique et le traitement psychothérapeutique, également l'éducation thérapeutique, stratégie, hygiène de vie, on en a beaucoup parlé, mais c'est les 4 piliers de la prise en charge. Aujourd'hui, le lithium et les sels de lithium sont recommandés comme thymorégulateur en première intention. On va voir aussi que les antipsychotiques atypiques ont une place importante. Et puis, on peut aussi évoquer, même chez les adolescents, les sismothérapies dans certaines formes sévères et résistantes. Voilà. Donc, il y a des études qui montraient que les adolescents avaient au moins une prescription d'au moins 3 psychotropes. Donc, c'est quand même beaucoup. Voilà. Mais on sait aussi qu'à cet âge-là, il peut y avoir des formes particulièrement sévères. Il y a eu des recommandations au début dans les années 2000, des recommandations de prise en charge thérapeutique qui ont cependant été controversées parce qu'elles étaient sur un mode assez adultomorphique, parce qu'en fait, on manque cruellement d'études chez le jeune, avec des critères méthodologiques rigoureux qui soient respectés. Alors, il y a eu un changement, du coup, vers les 2007 dans cette zone-là, et depuis, on a des études avec des critères méthodologiques plus rigoureux, parce que finalement, les études montraient que, par exemple, les sels de lithium n'avaient pas une efficacité
autant que celle qui était attendue. On va y revenir, mais peut-être c'est des effets méthodologiques. Donc en tout cas, aujourd'hui, les données s'étoffent dans le traitement de la manie en phase aiguë. Il y a pas mal d'études, mais vous verrez qu'il y en a très peu dans la dépression bipolaire chez les jeunes. Et on sait que l'enjeu aussi est important par rapport aussi à la question des antidépresseurs. Et très peu dans la prévention des rechutes, alors que c'est aussi un enjeu majeur. Donc, ce qui est recommandé dans un épisode maniaque, sans caractéristiques psychotiques, c'est une monothérapie avec soit un thymorégulateur, soit un antipsychotique atypique, et l'ajout d'une deuxième molécule éventuellement en cas de réponse insuffisante, ou d'autres alternatives thérapeutiques comme la clozapine ou l'électroconvulsivothérapie. En cas de caractéristiques psychotiques associées, on préconise un thymorégulateur et un antipsychotique atypique aujourd'hui. Donc sur la prophylaxie, comme je vous disais, il y a très peu d'études. Sur les recommandations quant à la durée du traitement à cet âge de la vie, bon, peut-être qu'on y reviendra avec des questions, mais un traitement par sel de lithium est recommandé les années de l'adolescence, les premières années de la vie d'adulte. Après, on voit en fonction évidemment de l'évolution de la maladie, des symptômes, etc. Mais c'est vrai que c'est un moment de la vie où il y a des enjeux très importants, notamment sur le plan scolaire, sur le plan professionnel. Voilà, et le problème de la compliance est majeur, et je pense que ça mériterait des études et d'étudier les facteurs de risque, les facteurs qui peuvent favoriser une meilleure compliance, et comment on peut amener ces adolescents qui voilà, seuls 35% dans une étude ont montré une compliance dans l'année qui suivait un premier épisode maniaque. Juste pour rappeler, parce qu'en pédopsychiatrie, on est souvent dans des prescriptions hors AMM, et bon, voilà, c'est pas toujours simple. Donc en France, les sels de lithium ont l'AMM à partir de 16 ans dans le trouble bipolaire, et l'aripiprazole pour le traitement de l'épisode maniaque à partir de 13 ans. Aux États-Unis, vous voyez qu'il y a quelques molécules, en particulier des antipsychotiques atypiques, et que les sels de lithium peuvent être prescrits plus tôt. Alors, pour vous donner un aperçu des études, parce que vous voyez, voilà, il y en a peu. Attendez, oui. Donc ça, c'est des études. On a choisi celles avec les critères méthodologiques les plus rigoureux. Vous voyez qu'il y en a 4 d'efficacité du lithium, et des études randomisées contrôlées en double aveugle. Vous voyez qu'il y a des résultats qui sont non significatifs, ou des résultats qui sont un peu étonnants. Par exemple, le Risperdal montre dans une étude une supériorité par rapport au lithium. Alors, il faut voir tout de suite la colonne des critères d'inclusion, et vous voyez que voilà, le spectre est assez large, et parfois on mélange des enfants, des adolescents, troubles bipolaires de type 2 ou non spécifiés, ou une très forte comorbidité avec d'autres troubles, et peut-être ça explique que l'efficacité ne soit pas tout à fait celle attendue. Donc ça, ce sont les études plutôt avec d'autres molécules ou des associations. Voilà, pareil, vous voyez qu'il y en a un nombre quand même assez limité, donc avec des antipsychotiques principalement atypiques. Et les études qu'on retrouve dans la littérature sur la prévention des rechutes, vous voyez qu'il n'y a qu'une étude en double aveugle contrôlée. Donc vous voyez qu'il y a très très peu, on manque cruellement d'études. Une étude très intéressante qui portait sur l'utilisation de 3 thymorégulateurs chez des jeunes qui présentaient des actes délinquentiels et qui avaient eu des peines judiciaires et qui présentaient un trouble bipolaire de type 1. Et l'étude montrait que la prescription médicamenteuse et le traitement de leur trouble bipolaire diminuaient significativement les actes délinquentiels. Donc c'est intéressant et un peu original. Donc pour revenir brièvement, donc le lithium est recommandé en première ligne de traitement, bien qu'on soit parfois dans des cadres hors AMM. Il manque encore des études avec des critères méthodologiques suffisamment rigoureuses, des études de prophylaxie, c'est très important. Et je voulais aussi insister sur une revue de la littérature qui montrait que le seul facteur protecteur retrouvé chez le sujet jeune de passage à l'acte suicidaire était la prescription et le traitement par sel de lithium. Chez le jeune, il faut avoir une petite vigilance, la clairance rénale est augmentée, la demi-vie est plus courte, et puis il y a les effets secondaires que l'on connaît, qui sont voilà, à prendre en charge attentivement. Hein, on disait la compliance et tout le travail qu'on peut faire avec l'adolescent est important. Il y a une des dernières études de Finding qui montrait qu'il n'y avait pas de prise de poids par rapport au groupe contrôle dans cette étude-là.
Par rapport aux antipsychotiques atypiques, là encore, je voulais amener à une certaine prudence quant à la tolérance, même si dans certains cas, il faut savoir aussi les prescrire, bien les prescrire, mais il faut savoir que ce tableau montre qu'il y a plus d'effets secondaires avec les atypiques chez le sujet jeune que chez l'adulte. Ces molécules comme très très bien tolérées, mais il se trouve que plus on est jeune, moins on les tolère, c'est-à-dire c'est le risque relatif, le risque de présenter des effets secondaires par rapport à l'adulte. Donc chez l'adolescent, vous voyez, il est multiplié par 2, 3, et chez l'enfant, les risques sont multipliés par 4 de présenter des effets sédatifs, des effets métaboliques comme une prise de poids ou des effets neurologiques comme dystonie, dyskinésie tardive. Donc plus l'enfant est jeune, moins bonne est la tolérance. Et vous voyez aussi, c'est une méta-analyse réalisée dans le service, qu'il y a un profil. Les molécules n'ont pas forcément là, chez le sujet jeune, tous les mêmes effets secondaires et qu'il faut le connaître, savoir y être vigilant pour éventuellement proposer des alternatives et des changements thérapeutiques. Les sismothérapies peuvent être une alternative. On sait que ça a une efficacité très importante dans les épisodes thymiques sévères. Et enfin, très brièvement, c'était une autre étude de devenir qui montrait, si vous voulez, j'en reparlerai par la suite, mais en tout cas, les adolescents qui faisaient partie de cette étude présentaient des symptômes psychotiques, des caractéristiques psychotiques dans une prévalence très importante à l'épisode index, et restaient hospitalisés assez longuement dans le service. Donc les premiers épisodes peuvent être longs et sévères. Et on avait regardé quel traitement leur avait été prescrit. En tout cas, les traitements qui duraient plus de 15 jours, 80% ne nécessitaient pas un changement de traitement. Donc il y avait plutôt, dans ces formes sévères, homogènes, une très bonne réponse thérapeutique. Sinon, on était amené dans certains cas à changer le traitement. Et pour 2 patients sur les 80, à proposer des sismothérapies. Et on avait regardé si des facteurs pouvaient être associés à telle ou telle prescription. Et le fait de présenter une caractéristique psychotique était plus significativement associé à la prescription de lithium. Bon, ça date en 90 et 2000, donc il y a des effets aussi de tendance de prescription. Je pense qu'on prescrirait plus aujourd'hui des antipsychotiques atypiques, évidemment. Et puis, il y avait beaucoup d'associations et de combinaisons de traitements. Je souligne aussi l'importance des prises en charge psychothérapeutiques individuelles. Les études, même si on a peu, montrent une meilleure évolution, moins de rechutes, et on l'a vu avec Bruno Etin, l'impact sur tous les événements de vie, les facteurs de stress, quelle que soit leur thérapie cognitivo-comportementale. Vous parlez des outils de la connaissance, mais aussi psychodynamique. Et voilà, on l'a rappelé, le parcours, parfois les antécédents traumatiques, d'abus, de négligence dans l'enfance. Nous, on retrouvait dans notre corps beaucoup d'expériences de perte dans l'enfance. L'importance de la prise en charge familiale, qui peut aussi améliorer le cours évolutif de la maladie, d'autant plus que parfois on a dans les familles un parent qui peut être malade aussi. Donc c'est aider l'adolescent à donner du sens à sa maladie, à promouvoir cette stabilité familiale et à améliorer la compliance au traitement. Donc en conclusion, il y a des données qui s'étoffent dans la phase aiguë sur le plan pharmacologique du traitement, rares encore dans la dépression, le traitement prophylactique, et vraiment il faut qu'on fasse tous l'effort de... Voilà. Et l'enjeu thérapeutique est majeur à cet âge-là, on l'a vu pour toutes les raisons que je viens de vous exposer, et je vous remercie de votre attention. Alors, je reprends les mots de Dominique. Nous avons été appelés ici en tant que Ligue d'improvisation théâtrale. Nous avons écouté tout ce qui s'est passé depuis ce matin et on va continuer à vous accompagner sur les 2 jours. Et nous sommes des candides. Donc ça veut dire, je sais que ce n'est pas évident de faire rire avec de tels sujets, mais on va essayer un petit peu de décaler le propos. Et voilà, donc en tant que candide, on a pris des notes. Et avec ces notes, on va essayer de les replacer dans un autre contexte. Est-ce que vous êtes prêts, mes amis? Oui. Allez. Alors, allons-y. Nous verrons bien si nous avons tout compris, en fait. Alors, tu as, comment dire, tu as vérifié, tu as évalué la symptomatologie? Oui, oui. Okay. Symptomatologie évaluée. Attention, on arrive dans une zone d'alerte. Thymorégulateur, là, vas-y. Thymorégulateur, oui, ok. Ok. Attention, parce qu'elle a des sautes d'humeur au démarrage, là, fais attention.
Bien, Oui, mais bonjour mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre en direct dans notre émission sur les grands explorateurs. Nous sommes en ce moment, en direct, et oui, en direct, en duplex, on pourrait dire, avec deux explorateurs très aventuriers, le couple... alors attendez, je reprends mes notes, hein, parce que voilà, donc... le couple émotion-raison, hein, voilà. Alors, ils sont tous les deux en exploration. C'est une exploration qui dure depuis plusieurs mois, hein, voilà. Ce sont... alors, voilà, on voit bien. Je ne sais pas si je suis en direct avec eux. Je vais essayer de créer le contact. Paul et Paul, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Je suis ravie. On vous entend? Voilà, vous êtes en direct avec le public, là tout de suite. Oui. Ça doit vous faire tout drôle. Vous êtes à des milliers de kilomètres de nous. Oui, nous sommes... Vous pourriez arrêter la voiture pour pouvoir répondre à notre... Non, nous ne sommes pas sur une voiture, hein, mais sur un bateau qui s'appelle le Prodrome. Pardon, mais bon... Le cadre est assez... Alors, nous avons une ASMT, hein, une grande adaptation supérieure aux moyens de transport, donc ça aurait pu être une voiture, mais c'est un bateau. Et nous traversons une zone hors conflit relationnel. Oui. Ça va permettre de calmer un peu. Parce que là... Ça commençait à... Si on descendait. Allez. Alors je vois que la caméra, c'est comment dire un sort de son zoom. Alors on voit un peu plus dans quel paysage vous êtes. Voilà, donc c'est une expédition polaire. Ah oui, absolument. oui. Nous sommes. Voilà, c'est d'ailleurs votre spécialité. Si tout à fait. Hein. Nous passons du pôle sud au pôle nord. Voilà. On pourrait dire d'une certaine manière que vous êtes des explorateurs bipolaires. Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut le dire comme ça. Justement, alors qu'est-ce qui vous a amené je vois derrière vous le paysage qui est plutôt grandiose. Voilà. C'est blanc, c'est blanc. C'est blanc. Avec des marqueurs, on les voit, on les voit très nettement. C'est vous qui les avez posés. Oui, tout à fait. Oui. Absolument. Voilà. Alors, dites-moi, ça ne doit pas être facile de vivre au pôle comme ça, hein, voilà. Ah ben non. Non, il faut préparer. La préparation précoce, c'est important. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai pris mes petits hauts, mes petits bas, mon pull bipolaire, et puis... Très bien. Et alors, dites... Ça dépend ce qu'on explore. Excusez-moi, par exemple... Je vous en prie, je vous écoute. Tu te souviens, on avait fait l'exploration du génome. Bon, bah, oui. Il fallait être bien équipé. On avait des paires de chromosomes. Enfin, fallait y aller. Ça, les chromosomes, il vaut mieux les prendre par paire, de toute façon. Oui, bien sûr. On s'est rendu compte de ça. Ah, vous êtes quand même multiterrain, hein, on pourrait dire ça, vous êtes de vrais aventuriers. C'est le moins qu'on puisse dire. Au niveau technique, alors, au niveau de la météo, par exemple, parce que ça doit être assez instable. Il y a des tsunamis émotionnels. Il y a des zones de brouillard. Oui, des incendies même. Il y a des éléments précipitants, si je ne m'abuse. Des éléments précipitants, oui. Des épisodes dépressifs. Enfin, voilà, il faut être vigilant. C'est bien. On sent que vous avez été préparé. Hein. Alors, comment ça se passe, la vie bipolaire, comme ça par exemple, l'alternance de rythme veille-sommeil. Vous devez avoir quelques difficultés, pour lutter notamment contre l'ennui pendant la nuit polaire. Si je ne m'abuse, Paul, je parle à monsieur, oui. Paul, vous êtes un fan de peinture. Absolument, depuis tout petit, en fait, j'aime beaucoup Vincent Van Gogh, tiens, très bien. Tous les impressionnistes, ceux qui ont une oreille en moins surtout, et donc à mes heures perdues, je peins. Vous peignez. Oui, je crois que justement vous êtes assez pointilliste ou je ne sais pas, impressionniste. Est-ce que vous pourriez montrer à la caméra un de vos tableaux? Mais bien entendu, regardez. Voilà. Le pointillisme tout en blanc, ça le fait. Ah oui, c'est tout blanc quand même. C'est pareil. C'est blanc, oui, c'est le décor que je vois. Très bien, d'accord. Mais vous savez, ça marche bien. Ça pourrait être exposé dans des grands musées. Je pense que nos spectateurs apprécieront. Et alors, Madame Paul, donc, je crois que pour lutter contre l'ennui, vous avez l'habitude d'emporter avec vous des Legos. Oui. C'est bien. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, l'autre jour, je trouvais une aiguille dans ma botte de Lego. C'était très étrange, je dois dire. Oui, effectivement. Et comme dirait l'autre, cogito Lego somme. Donc, ça m'aide à dormir, à faire un petit somme. Alors, ce qui est surprenant, c'est que cette expédition a commencé de façon très bizarre. Oui. Si je ne m'abuse, vous avez volé un scooter.
Ouais, on est obligé de l'avouer. Mais pourquoi Voilà. Écoutez, c'était plus fort que nous. Bon, je sens que mais on a évolué, je vous gêne avec que parfois Paul se la pète un peu. Hein. Il se trouve tout puissant. Tu parles de l'ours la dernière fois avec qui je me suis battu. Il a voulu tuer un ours bipolaire. C'est quand même un animal en voie de disparition. Bah oui, je sais. J'ai un syndrome de toute puissance par moment. Voilà. Et moi, je peux vous dire que quand il est comme ça m'allume sévèrement l'amygdale. Je comprends. Oui, je sais. Je suis désolé. On a déjà parlé. Je suis désolé. Oui. En même temps, les explorateurs bipolaires ont tous une histoire différente. Hein, voilà. Alors, par exemple, on sait qu'un grand explorateur, Cortés, lui, était plutôt... Cortex. En tout cas, c'était un cérébral. Et alors, je sais aussi que votre précurseur, et si je ne m'abuse, votre guide, c'est Harry Piprazole. Hein, un grand explorateur bipolaire, si je ne m'abuse, Harry Piprazole, voilà. Réponds à cette question, Paul. Je ne peux pas répondre, je suis concentré sur cette poussière qu'il y a partout. Ça y est, je suis en crise maniaque, il y a de la poussière partout, ça m'énerve. Non, mais je vais essayer de vous concentrer sur autre chose. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'épisode de l'index? Alors... Je vois que ça ne dit rien du tout aux spectateurs. C'est un jour où il m'a chauffé l'amygdale et du coup, je l'ai mordu. Ah, bah voilà, évidemment. Alors, est-ce qu'on pouvait, quand vous étiez petit, par exemple, pour venir sur une... Est-ce qu'on pouvait prédire que vous seriez explorateur bipolaire? Ah, c'est une très bonne question. Moi, de mon côté, j'ai un frère qui est explorateur bipolaire, donc je pense que ça a dû jouer. Ah oui, l'influence familiale. Et vous, Paul? Alors moi, mon père, c'est un petit carré bleu et ma mère, c'est un petit rond noir. Donc moi, je suis un petit rond bleu. Donc voilà. oui, avec une flèche ou... Avec une flèche qui traverse comme ça. Très bien. Ouais. C'est tout de suite plus clair. Hein, c'est c'est ça. Et alors, si je ne m'abuse, vous êtes partis, vous étiez plus que deux. Hein, vous étiez une expédition un peu plus concentrée. On en a perdu en route. Hein, ça, on reconnaît les vrais amis. Exactement. Hein. Tous ceux qui n'étaient pas en empathie. Allez, dégagez. Ils sont partis. Ça, voilà. Très bien. Non, ça, on les reconnaît. C'est quand même une aventure assez extraordinaire. Hein. Je sais que, par exemple, vous avez construit un igloo extra-pyramidal. On le voit derrière vous, d'ailleurs. Assez surprenant comme... Oui. On s'est lâché. Très bien. C'était une phase un peu euphorique comme ça. Voilà, on venait de traverser des champs traumatiques, des prémorbides. Bon, on avait des colocataires, hein, mais ils n'étaient pas très très drôles. Hein. C'était plus une comorbidité qu'une colocation. C'est vrai. D'accord. C'est pareil, on leur a dit de dégager. Et surtout, quand même, votre parcours est atypique puisque je vois, puisque j'ai quand même des notes, je vois que votre itinéraire est passé par Bayonne, Clermont-Ferrand, Nancy, Monaco, absolument. Oui, ça, il faut créer une connectivité entre les régions. Très bien. Écoutez, c'est important. Et insertion, réinsertion. Voilà. De ville en ville. Je pense qu'on vous retrouvera maintenant que la connexion est faite. En tout cas, nous, c'est quand on sort de notre véhicule, c'est la randonnée. On mise tout sur la rando. On randomisé, on appelle ça. Ouais, c'est ça. Très bien. Et puis, comme on fait son lithium, on se couche. Et ben voilà. Exactement. Et c'est l'heure, d'ailleurs, t'as raison. Sur le bateau, parce que je vous rends l'antenne. Merci beaucoup. Bon. Donc, on peut saluer, Merci beaucoup à la Ligue d'Impro. Merci à vous.